Boulogne-sur-Mer, Saint-Étienne, pour être précis, messieurs, premier quart de finale de cette Coupe de France avec des Stéphanois pas au mieux en Ligue 1, éliminés en Coupe de la Ligue, éliminés en Coupe d'Europe. Est-ce que Saint-Étienne joue pas sa saison sur ce quart de Coupe de France, Grégory ? Non, parce qu'en championnat, certes, ils sont plus en course pour la Ligue des Champions, mais ils sont encore en course pour la Ligue Europa. Non, pour eux, c'est surtout réagir après un début d'année 2015 catastrophique. Là, il reste, je crois, sur 7 matchs en championnat sans victoire. Il n'y a eu que la Coupe de France pour les maintenir un peu à flot. Voilà, donc c'est l'occasion, encore une fois, ce soir de gagner, ce qu'ils ne font plus beaucoup. Avec leurs supporters, ils seront contents parce qu'ils n'étaient pas au Red Star au tour précédent. Cette fois, ils seront là, à Boulogne, dans le stade de la Libération. Espérons que ça libère les Stéphanois dans cette fin de saison vers la Coupe d'Europe. Nicolas, d'accord avec Greg, c'est pas son avenir c'est pas sa saison que joue Saint-Étienne ce soir, ou un petit peu quand même? Ils ne jouent pas leur avenir, ils ne jouent pas la saison. En tout cas, si Saint-Étienne veut gagner un trophée, maintenant, il n'y a plus que celui-là. Ça, c'est une certitude. Après, c'est vrai que dans la position actuelle de Saint-Étienne en championnat, c'est un match qui va être important parce que, comme le dit Greg, ils ne gagnent plus du tout en championnat depuis 2015. Une seule victoire au mois de janvier contre Reims. Depuis, il n'y a plus de gros points. Saint-Étienne n'avance pas. La Ligue des Champions, je ne suis pas d'accord, elle n'est pas complètement perdue encore. Parce que ça traîne devant. Oui, ça traîne devant. Donc ça reste malgré tout toujours envisageable. Ça paraît compliqué vu l'état de forme actuel des Verts. Vu les blessés surtout. Ils ont un nombre de blessés incalculable. Il y a le retour de Bayal ce soir, mais c'est compliqué avec un effectif aussi restreint mais comme les autres, regardez, Paris, Marseille, c'est une période actuelle où Monaco... Ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas le même effectif. Ouais, mais bon, c'est des équipes qui sont capables d'enchaîner 2-3 matchs, et quand on voit que devant, ça avance pas, on peut revenir très vite. Donc Saint-Étienne, à mon avis, il y a toujours quelque chose à jouer en championnat. En plus, actuellement, voilà, ils sont sous la menace d'équipes qui reviennent fort comme Montpellier. Pour l'instant, en championnat, pour moi, ils regardent plus derrière avec Monaco et Montpellier. Ouais, mais ils jouent quoi Saint-Étienne en début de saison en championnat? Aujourd'hui, Saint-Étienne. Ils sont 7e budget, ils jouent la Ligue Europa. Ouais, donc Saint-Étienne aujourd'hui, ils jouent la 5e place, ils sont dans les objectifs. Ils sont largement dedans pour l'instant. Ils sont pas en panique. C'est vrai qu'ils avancent pas beaucoup en championnat. La coupe, c'est du bonus, mais c'est surtout. Voilà, quand vous jouez contre Boulogne, un quart de finale de Coupe de France, si vous vous qualifiez pas, ça peut faire mal aux têtes. C'est ça en fait, c'est qu'ils n'ont rien à gagner. En revanche, ils ont tout à perdre. Une défaite, une élimination ce soir, je pense les plomberait vraiment pour cette fin de saison. Ça pourrait jouer sur la fin de saison, sur le fait d'après d'avoir des saisons. Une victoire en coupe aujourd'hui, ça peut engendrer une dynamique. Pas forcément, parce qu'on a vu qu'ils ont gagné tous leurs matchs de Coupe de France depuis janvier. Ça ne les a pas empêchés de chuter derrière en championnat. Mathieu, d'accord avec les avis en plateau, match pas capital, mais presque quand même pour la Saint-Étienne et surtout pour son moral? Disons que oui, comme on disait, si ce n'est pas un match qui conditionne complètement de la fin de saison, ça peut être quand même un match charnière pour la douzaine de rencontres qui leur restent après. À savoir qu'il faudra quand même se méfier de Boulogne, qui est une équipe qui a subi qu'une seule défaite sur leurs 9 matchs en 2015. C'était ce week-end d'ailleurs. Qui a confiance, qui est revenu à la 5e place du national. Mais bon, après, pour une équipe du calibre de Saint-Étienne, comme disait Nicolas, normalement, ce serait une faute de pas accéder aux demi. Donc pour eux, c'est l'occasion de rebondir, d'insuffler une nouvelle dynamique et de repartir sur une bonne série. Je pense qu'ils la saisiront malgré, comme disait aussi Grégory, un peu l'avalanche de blessures. Voilà, on va citer Tabanou, Lemoine, Bess, Coad, Diomandé. Enfin, ils ont quand même pléthore de blessés. Et ça peut expliquer en partie, en tout cas, leur mauvais début d'année. On continue de parler des Stéphanois parce qu'ils sont l'objet du sondage du jour sur foot365.fr. Alors, vous y avez un petit peu répondu, messieurs, mais la question est aussi posée aux internautes concernant ce que doit faire Saint-Étienne avec cette Coupe de France, Nicolas. Ouais, c'est une question un peu tordue, parce que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Évidemment qu'ils doivent gagner, j'imagine, mais on se demande s'il ne faut quand même pas privilégier la Coupe de France pour Saint-Étienne. Alors, pour une raison, c'est que d'abord, l'équipe n'arrivera pas à rester dans le top 5 du championnat. Donc, dans l'optique d'une qualification européenne, la Coupe de France serait donc la meilleure des possibilités. Ou au contraire, que le championnat reste quand même une valeur sûre pour Saint-Étienne afin d'accéder à cette Coupe d'Europe. Voilà, allez voter donc sur foot365.fr. Évidemment, vous aurez la réponse de ce sondage en fin d'émission avec Nicolas quand il aura répondu à la question du jour. Ou pas. On continue de parler football français. Maintenant, on va s'intéresser aux 3 articles les plus consultés sur foot365.fr. C'est le buzz. Et en 3e position, Nicolas Puyraveau, le retour sur la scène médiatique de Loulou Nicolin qui a trouvé une cible à dézinguer cette fois-ci.
Une cible facile en ce moment, Oui. puisqu'il a choisi Marcelo Bielsa, effectivement. Voilà, il a été interrogé un petit peu sur l'effet de mode Bielsa qui est en train un petit peu de s'estomper. Et donc Loulou, avec ses mots habituels, sa verve et tout son cœur et sa mauvaise foi, donc nous explique que déjà, il n'apprécie pas vraiment le personnage qui baisse les yeux tout le temps face aux journalistes. C'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment la même personnalité. Non, hein. c'est sûr, il n'aime pas trop ce comportement. Et puis il est revenu surtout sur cet épisode avec Vincent Labrune en début de saison, sur les déclarations de Marcelo Bielsa. Et donc il explique, un petit peu comme l'avait fait Jean-Michel Aulas à l'époque, que lui aurait sans doute viré Bielsa à cette époque-là, en lui expliquant qu'on ne parlait pas comme ça à Loulou. Ouais. Donc Ouais. En même temps, avec les déclarations de Courbis, on a bien senti que du côté de Montpellier, on n'est pas fan de que ce Bielsa. soit Loulou ouais. Nicolin ou Roland Courbis, Ouais. on n'a pas succombé à la Bielsa mania. Hein. Parce que pour aller plus loin encore, je pense que Louis Nicolin n'aurait jamais nommé Marcelo Bielsa, tout simplement. Louis Nicolin n'aime pas trop ce genre de coach un peu psychopathe du football comme l'était Jean Fernandez. Ça n'avait pas du tout collé avec le profil du président, qui aime bien les grandes gueules, qui aime bien les entraîneurs charismatiques. Roland Courbis est un exemple parfait de la réussite du type d'entraîneur à Montpellier. Nicolas, en plus, n'aime pas trop les entraîneurs étrangers. Il n'en a pas nommé. Il voulait pourtant Maradona à une époque. Hein. Ouais, mais il en a. Depuis qu'il est au club en 74, il en a pas nommé beaucoup des étrangers. Hein, de mémoire, il y a peut-être eu un Polonais au début des années 90, mais c'est tout. Donc voilà, ça m'étonne pas. C'est du Louis Nicolin. Hein, voilà, Ça pourrait être sympa, ça- un barbecue dans le mât de Louis Nicolin avec Marcelo Bielsa qui fait les merguez. Ouais. Ou la viande argentine. Ou la parce que viande, c'est ouais. la spécialité. Et on me dit en régie, il a la glacière en plus. Pour alimenter le barbecue, effectivement, ça peut être utile. Mathieu, au-delà des propos de Loulou Nicolin, qu'on va pas continuer à commenter, mais il y avait l'effet de mode pro-Bielsa, et depuis quelques semaines, c'est le Bielsa bashing qui domine. Ouais, c'est peut-être le Bielsa bashing qui domine. Mais moi, je reste quand même plutôt convaincu par cet entraîneur qui fait partie des entraîneurs qui veulent instaurer un fond de jeu, une identité de jeu dans leur club, et puis qui réussissent. Parce que quand même, ce qu'il a fait en première partie de saison, même si là, effectivement, les résultats sont moins bons, avec ce jeu en pressing haut, très agressif sur le collectif adverse, voilà, on sent un entraîneur qui a une idée en tête, qui fait travailler les joueurs pour le mettre en place. Moi, ça me plaît, voilà. Marseille avec un entraîneur étranger, Lens avec un propriétaire étranger, et ça pourrait changer, mais ce serait toujours un étranger. Ouais, Roland Duchâtelet, le propriétaire du Standard de Liège, serait intéressé, alors on parle au conditionnel, par le Racing Club de Lens. Il a donc le Standard de Liège, il a aussi, j'ai noté, Charlton. Ouais, Pas oublier, voilà, il a déjà deux équipes il a à déjà son deux deux équipes. anglaises. il a aussi portefeuille, hein. un club de D4 allemande et de D2 espagnole. D'accord, donc, Voilà. Et voilà. Il lui manque un club français. La Quinte, il lui manque Non, la mais Quinte. c'est un monsieur très sérieux qui à la base est ingénieur, homme d'affaires, qui a fait fortune dans les entreprises dans la fabrication de puces électroniques. Il a à peu près 750-800 millions d'euros de fortune. Il n'aura pas besoin de ça pour acheter Voilà. le RC Lens. Oui, parce non, qu'on Donc parle d'un euro c'est symbolique. C'est pas le genre de propriétaire et d'investisseur du type d'Hafiz Mamadov. Voilà, c'est un peu plus sérieux. Après, Gervais Martel a nié les contacts. Ouais. Donc bon, à voir. En tout cas, Mais ça pour peut être, un euro symbolique, ce serait inespéré pour Lens d'être acheté. Le problème, voilà, le problème de Lens, c'est qu'avant de trouver un repreneur, il faut déjà convaincre Mamadov de vendre, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Mamadov, il a des gros problèmes financiers. Apparemment, il est très, très, très mal engagé dans son pays. La faillite, elle est en train de se profiler. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne veut pas lâcher le RC Lens. Ça met le club en grande difficulté parce que Lens a besoin de rentrer d'argent que son propriétaire a promis, mais qui n'a absolument pas les moyens d'assurer. Et donc aujourd'hui, le problème de Gervais Martel, c'est d'abord de convaincre Mamadov de céder le club et ensuite de retrouver quelqu'un. Donc voilà, il y a deux dossiers à préparer en même temps. C'est très compliqué. Ça dépasse les sphères du sport et de la Ligue 1. Oui. Là, c'est très politique. Oui, non, mais... Je pense qu'il faudra qu'il y ait une intervention politique quelconque qui intervienne. Mais là où Nicolas a raison, c'est que pour l'instant, le propriétaire, c'est Mamadov. Bah oui. Et pour que l'instant, oui. tant qu'il, lui, ne décide pas de partir, Lens coulera avec lui pour voilà, l'instant. Gervais Martel est coincé. C'est en substance aussi ce que nous a laissé sur foot365.fr Toto Schlick qui a mis ce message. Mais bien sûr, Monsieur Martel, Mamadov a injecté plus de 20 millions dans le RC Lens, il ne faudra pas l'oublier, c'est vrai, et va le lâcher pour des queues de cerises, juste pour la beauté du geste. Dis-moi Gervais, t'en as pas marre de prendre les gens pour des idiots en sortant des énormités plus grosses que toi? Alors un club qui n'est pas en danger financièrement, mais qu'on a aussi pris plein la tête ce week-end, c'est Monaco, cible de Christophe Dugarry. Et le consultant de Canal+ a réagi à la polémique
qu'ont suscité ces propos, Nicolas. Ouais, incroyable engouement autour des propos de Dugarry, parce que c'est l'article le plus consulté depuis, j'allais dire depuis 24 heures, mais même depuis 48 heures, depuis dimanche soir, dès qu'on met un article avec le mot Dugarry, c'est un essaim d'abeilles qui se jette dessus, c'est assez impressionnant. Et donc oui, c'est expliqué hier, en revenant déjà sur ses propos et donc en confirmant déjà qu'il trouvait l'AS Monaco nul et ennuyeuse et que voilà, en gros, que 70 à 80% des gens partageaient son avis et que lui avait, entre guillemets, le tort de le dire, mais qu'il s'estimait dans son droit et qu'il changeait en gros pas de ligne de conduite. Mamadov ne comprend pas pourquoi ça fait Monaco, c'est nul. Sauf que le problème de Christophe Dugarry, il a tout à fait le droit de constater qu'une équipe, un match ou un joueur ne l'enthousiasme pas. Très bien, soit c'est le rôle, ça, c'est une partie du rôle du consultant. L'autre partie, c'est d'apporter une analyse tactique, d'expliquer le comment, le pourquoi, d'ouvrir, de ne pas s'enterrer dès la 5e minute du match. Déjà, il dit le match est nul, l'équipe est nulle. Voilà. C'est-à-dire que, on ne demande pas à un consultant, en tout cas, je pense que les spectateurs n'attendent pas du consultant qui ouvre des portes déjà ouvertes. Ah, cette frappe, elle est ratée. Oui, on l'a vu qu'elle était ratée. Pourquoi elle est ratée? Quel déplacement aurait dû faire le joueur? Comment l'équipe aurait pu faire en sorte de marquer des buts? Et en fait, il est toujours dans le négativisme. Il n'est jamais en train de... Dans le jugement. Oui, il est toujours dans le jugement négatif, sans apporter de solution et sans surtout apporter d'analyse pertinente sur les déplacements tactiques des équipes. Je pense que Monaco, s'ils jouent comme ça, c'est qu'ils ont des raisons de jouer comme ça. Et il n'explique pas pourquoi Monaco joue comme ça. Et pourquoi Paris s'amuse à faire la baballe. C'est vrai que ça peut être énervant, je reconnais le fait qu'ils aient le culte de la possession de balle en permanence. Sauf que le problème, c'est que Paris, donc, pendant 5 minutes, va jouer à la baballe. Il va les critiquer tout de suite. Ça arrive à une occasion de but, comme souvent, comme il y en a eu à peu près 5 ou 6 contre Monaco. Et voilà, sauf qu'il les a critiqués avant. Mais justement, c'est la tactique de Paris de garder le ballon pour à un moment accélérer d'un coup et se créer des occasions. C'est leur tactique, elle est comme ça. Au lieu de la critiquer, il ferait mieux de l'expliquer. Voilà, c'est juste ça. Mathieu, notre intervenant via Skype, d'accord avec Greg et Nicolas, il a un peu oublié son j'ai pas dit rôle. ça, moi. Non, mais je l'ai pas dit, moi. D'accord avec Greg alors sur le fait que là Dugarry, en étant dans le jugement immédiat, oublie un petit peu une des fonctions de son rôle. Ouais, après je pense qu'aussi ce qui joue, c'est que notre cher ami, notre cher Christophe Dugarry, plus aussi autant sur le fond, c'est aussi la forme, c'est-à-dire qu'il a souvent un ton de commentaire qui est assez péremptoire, assez cassant, il s'enflamme assez facilement, et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet où il dit tel joueur il est nul, il faudra le remplacer, de toute façon c'est sûr il marquera jamais, et puis 5 minutes après le joueur il marque. Oui. Enfin voilà, ça fait 10 ans qu'elles tournent sur internet ces vidéos-là. Donc je pense que même si Grégory notait effectivement des fois les petites déficiences sur l'analyse de fond, c'est aussi le ton qui des fois peut parfois énerver, un peu donneur de leçons, un peu cassant, un peu péremptoire, quoi. C'est surtout ça qui joue aussi, je pense. Ouais, effectivement, Christophe Dugarry, l'un des consultants les mieux rémunérés également par Canal+, qui lui vaut de faire les grosses affiches. Le problème, c'est que... C'est un peu aussi le ton... Enfin, je sais ça, on parlait la semaine dernière de Pierre Ménès également. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde à Canal qui sont plus dans l'analyse, mais vraiment dans le jugement hâtif. Et on a l'impression, et je pense que c'est ce qui gêne aujourd'hui, c'est qu'ils ont des têtes de Turcs. Voilà, on parle souvent de Lille avec Pierre Ménès, Monaco avec Dugarry. Moi, je ne m'en contente pas au consultant de Canal. Non, mais Jean-Michel Larquet, il a tout le temps fait ça aussi. C'est ça aujourd'hui, je pense, qui gêne les gens. Moi, je comprends le supporter parisien et monégasque qui regarde le match dimanche soir et qui, pendant 1h30, entend dire que son équipe, elle est pourrie, c'est chiant, c'est nul. Le rôle du consultant en France, en fait, il est comme ça. Les chaînes demandent aux consultants d'être comme ça. Non, regardez Eric Carrière. Eric Carrière, il n'est pas du tout comme ça. Mais il ne commande pas beaucoup. Il n'est pas mis devant. Quand Eric Carrière commente, il n'est pas là pour nous dire, même les matchs. Moi, j'ai vu Eric Carrière au parc sur des matchs vraiment du PSG, on va le dire chiant comme match. Il n'est pas là à dire oh là là c'est chiant, il va expliquer que le PSG manque de solutions. Rémi Garde aussi est un consultant qui est plutôt dans l'analyse tactique. Et le problème de Dugarry, c'est aussi qu'il s'attend à chaque fois qu'il commente un match de Ligue 1, il s'attend à voir un Classico Real Barça. Donc c'est sûr qu'il est déçu. Peut-être qu'il change de chaîne, qu'il aille sur S'il n'aime pas la Ligue 1, on ne l'oblige pas à commenter, il peut faire un autre métier.